À l'ordre du jour ce soir, quelle union de la droite? Mercredi dernier, nous avons constaté et consacré un temps du débat à l'union des gauches au lendemain des élections européennes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'union des droites qui ne s'est pas si souvent réalisée dans notre histoire et qui n'est pas parvenue à se concrétiser véritablement il y a 7 jours. Pourquoi les recompositions en cours ne sont-elles pas allées au terme de leur parcours? Pourquoi un parti central comme celui des Républicains est-il devenu marginal dans le paysage politique, dirigé par un président d'ailleurs contesté qui a trouvé nécessaire de s'allier avec le Rassemblement national? Les découpages historiques de la droite sont-ils encore valides dans la droite d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités. Avec nous en studio, Émilien Warvial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po et enseignant en sciences politiques. Avec nous, Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes politologue, président de la société de conseil CAP, enseignant à l'Institut catholique de Paris et auteur, il y a 2 ans, aux éditions du CERF, d'un livre qui s'intitule Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Il faut rappeler que vous êtes spécialiste de ces questions d'imaginaire des peuples et que vous avez mis cela à profit pour pouvoir faire une réflexion justement sur ce qui se passe dans nos sociétés ces temps-ci. Gilles Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Vous êtes spécialiste de l'histoire des droites, auteur en 2017 de Une histoire des droites en France, et de 1815 à nos jours chez Perrin. Et vous êtes président de la Société française d'histoire politique qui tient son congrès demain, je crois, à Dijon, où vous êtes. J'ai essayé jusqu'ici de rester fidèle au moteur de mon engagement en Reconquête, à savoir la défense de l'union des droites. Et je suis exclu sur un désaccord politique avec Éric Zemmour. En effet, Éric Zemmour a fait le choix de vouloir présenter un maximum de candidats Reconquête contre cette coalition du Rassemblement national alliée à un certain nombre de républicains. Et je considère aujourd'hui que notre responsabilité historique pour les Français, pour notre pays, c'est au contraire de ne pas mener des candidatures de division. Demain, il n'y aura qu'un seul label LR donné par notre commission nationale d'investiture. Vous savez, il y a un immense écart entre ce qu'on entend à Paris, les discussions d'état-major assez déconnectées de la réalité, et la base qui me dit, dans ma ville de Nice ou ailleurs, mais mettez-vous d'accord. Vous venez d'entendre les voix de Marion Maréchal Le Pen, de Gérard Larcher et d'Éric Ciotti, qui ont tous une vision assez différente de l'union des droites. Oui, en effet, il y a des candidats dans quasiment toutes les circonscriptions pour le RN, 400 candidats LR, 62 ciotistes et 330 reconquêtes. On a donc un paysage plus éclaté que uni. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Émilien Warvial, vous qui travaillez sur ces questions. D'abord, ce nombre d'investis par circonscription est aussi le résultat d'un temps très court accordé aux partis pour s'unir, à la fois pour s'unir éventuellement et pour investir leurs candidats, et donc ce qui explique que le RN étant mieux organisé, sont mieux préparés et pu en mettre dans à peu près toutes les circonscriptions, sauf celles laissées aux ciotistes, et que ce n'était pas le cas des Républicains. Pour l'instant, la situation en termes d'investiture reste à peu près claire pour les Républicains qui ont réussi à poser leur liste, on va dire des légitimistes, ceux tenus par Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, etc. Tandis que les autres ont été qualifiés, ont été étiquetés par le ministère de l'Intérieur sous le terme d'union de l'extrême droite. Donc la distinction se fait, et c'est peut-être plutôt après le scrutin qu'on aura à nouveau des questionnements sur ces frontières partisanes. Oui, est-ce que c'est si surprenant que cela, Stéphane Rosès, justement, que, alors qu'on parle d'union, que certains, et en particulier les médias autour de Vincent Bolloré, souhaitent cette union, que ce soit les radios, les télévisions ou les journaux, et bien qu'on voit l'impossibilité de la faire, peut-être aussi rapidement, c'est sûr. Oui, parce qu'au fond, ce qui caractérise le peuple de droite, c'est d'abord l'idée que la société, c'est du commun. Alors que la culture de gauche, c'est plutôt la dispute, c'est de se retrouver derrière un chef et une stratégie. Et vous avez eu raison de dire qu'en ce moment, c'est l'éclatement. Et même derrière le terme d'union, chacun entend des choses différentes. Le peuple de droite est éclaté, son électorat traditionnel entre ceux qui continuent à soutenir la majorité présidentielle, ceux qui autour de ce que vous avez appelé les légitimistes veulent conserver une identité
bien distinctes de celles notamment du RN, et ceux comme Éric Ciotti qui, actant une humeur de la base et de 44% de l'électorat de Bellamy qui souhaite une alliance avec le RN, dit il faut y aller. Et puis, vous avez mentionné Marion Maréchal et Bolloré. Et eux, c'est un peu plus singulier. Ils aimeraient une alliance de ce qu'ils appellent les droites, c'est-à-dire, au départ, pour elles, c'était Zemmour plus le RN plus LR. La dynamique de la campagne des européennes a fait aller, au fond, Éric Zemmour et beaucoup chez lui dans une dynamique très RN. Et elle, au fond, elle a franchi le pas. Comme dirait Éric Zemmour, elle a préféré le regroupement familial et elle a préféré effectivement retourner au RN. Quant à Bolloré, c'est un peu spécial. Il a des préventions à l'égard du programme social du RN. Il est sur une ligne plus civilisationnelle que Marine Le Pen, plus identitariste, et il aimerait faire revenir le RN à la raison en matière sociale et le faire abandonner le splendide isolement du RN qui considère, lui, que c'est aux autres de le rejoindre. De le rejoindre sur son programme. Gilles Richard, est-ce que cela nous dit quelque chose des évolutions des droites et peut-être aussi, comme je disais en ouverture de cette émission, des rares moments où ces droites ont été unies dans notre histoire, en particulier au XXe siècle ? Alors d'abord, ça nous dit qu'on ne doit jamais dire la droite, mais qu'on doit dire les droites. Hein, on en a une preuve manifeste là. Les droites sont plurielles. Deuxième chose, pour comprendre la situation actuelle, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part les familles politiques, des grands ensembles de citoyens et de citoyennes qui se reconnaissent dans une certaine vision du monde et de l'avenir. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a deux grandes familles de droite, que moi j'appelle les nationalistes identitaires, et les autres que j'appelle les libéraux européistes. Et à côté de ces familles, il y a des partis politiques dont l'existence est plus ou moins ancienne, hein, et qui prétendent représenter telle ou telle famille. Or, il se trouve que LR, aujourd'hui, qui était le grand parti, des libéraux européistes au début des années 2000 et qui s'est élargi du côté des nationalistes identitaires sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce parti est aujourd'hui pris en étau entre les deux grandes forces qui représentent les deux grandes familles des droites. D'un côté, ce qu'on appelle couramment la Macronie, mais bon, Renaissance, et différents partis, voilà. Et de l'autre côté, le Rassemblement national et ses satellites. Voilà. Et à partir de là, il est tout à fait logique que LR explose. D'ailleurs, l'explosion de LR a commencé dès 2017. Édouard Philippe... Ouais. En bon jupéiste est parti déjà du côté d'Emmanuel Macron et Thierry Mariani de l'autre côté. Et ça continue depuis. Et Éric Ciotti ne fait que, dans ce contexte d'événements inattendus de la dissolution, on a un processus souterrain qu'on n'a pas forcément bien vu ou bien mesuré auparavant, mais qui cristallise d'un seul coup et qui va aboutir à l'éclatement du parti, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Oui. Il n'y a rien d'étonnant. Et après, bien sûr, il y a les ambitions des uns et des autres derrière, les ambitions personnelles. Éric Zemmour qui veut son parti, Éric Ciotti qui veut sauver son siège de député, s'il n'a pas les voix du RN, il ne peut pas être élu, etc. Mais globalement, la logique politique est très claire entre deux pôles, ce pôle libéral européiste et ce pôle nationaliste qui ne cesse de croître
face au pôle libéral européiste. Alors une logique claire, mais peut-être une histoire que vous avez réapprise parce que vous êtes jeune, Émilien Warvial, par les archives sur lesquelles vous travaillez, vos travaux de sciences politiques. Mais d'une certaine manière, est-ce que vous n'êtes pas étonné que ce parti qui était, disons, attrape-tout, comme l'était le Parti socialiste à gauche, et qui avait été composé de tendances diverses, comme vient de le dire Gilles Richard, ça soit arrivé à être si petit aujourd'hui? Pour ma génération qui a connu évidemment les années précédentes, on est très étonné que par exemple les Républicains n'arrivent pas à se maintenir au-delà de 10% et peut-être même au-delà de 15%. Ils ont été jusqu'à 20 voire 25 à certains moments. Oui, bon, ils ont été enfin, l'UMP elle-même a obtenu plus de, une énorme, plus de 400 sièges, je crois, aux législatives de 2002, enfin, après le second tour entre Chirac et Le Pen. Il y a eu vraiment, en fait, à un moment donné dans l'histoire, un processus de vraie fusion des droits, c'est-à-dire pas seulement organisationnelle. Ils ont acté, en fait, une convergence à la fois idéologique et de pratique, enfin, de réseaux interpersonnels qui étaient déjà existants depuis les années 80-90. Ils en ont fait un parti, et autant au début il y avait effectivement une attention très pointilleuse à la représentation des trois familles de droite, démocrate chrétienne, libérale et gaulliste, autant ça s'est très vite fondu, en fait, pas forcément en une droite unique, mais on va dire en une forme de magma où les gens étaient quand même plus ou moins d'accord sur les grandes orientations économiques, culturelles, etc., portées notamment par Nicolas Sarkozy. Et je pense que ça a peut-être incité aussi à une forme de non-réflexion sur ce qu'était sur ce qui était vraiment le discours à tenir vis-à-vis des électeurs. Ouais, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas eu de renouvellement idéologique, de travail, d'une certaine manière, que doit faire un parti. Et si vous voulez, qui fait que, en fait, ça tient, et on n'a pas raison de se poser la question, parce qu'on est élu, on va revenir au pouvoir 5 ans après, et sauf qu'une fois qu'il y a une catastrophe, un accident ici macroniste, eh bien, on n'a plus les moyens, on n'a plus les ressources pour se renouveler. Alors un accident macroniste, comme le dit Émilien Warvial, mais aussi un accident du côté du RN qui change de politique, pourrait-on dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane Rosès, et qui surprend tout le monde en ayant cette dimension sociale affichée, etc., et qui d'un seul coup rompt avec une tradition de l'extrême droite qui n'était pas du tout de ce côté-là. Oui, parce qu'il y a, en tout cas c'est mon analyse, je caractérise dorénavant le RN de formation bonapartiste, nationale, préférence nationale, dépassement du clivage gauche-droite. Marine Le Pen a dit encore avant-hier que le RN n'était pas de droite, mais de gauche et de droite. Intervention de l'État dans tous les domaines, régaliens comme LR, mais aussi économique et social. Mais est-ce qu'il faut justement croire le discours tel qu'il est prononcé par Marine Le Pen et celles qui l'accompagnent, ou est-ce que c'est un discours qui est capable de prendre le pouvoir, on n'est pas très loin de cette possibilité-là aujourd'hui, en tous les cas, mais qui ne sera pas appliqué une fois la prise de pouvoir accomplie. Emmanuel, vous avez raison. La différence entre elle et son père, c'est qu'elle veut prendre le pouvoir. Et en même temps, l'ancrage populaire, ouvrier, employé, c'est l'histoire. Et la combinaison des deux fait qu'il y a eu mutation, selon moi, et par rapport aux arrière-pensées, Emmanuel, comme politologue, je suis obligé de prendre les mêmes critères pour évaluer le RN qu'une autre, c'est-à-dire les écrits, les paroles, les discours, les électorats. Alors, si vous voulez, je l'ai définie définitivement comme bonapartiste quand elle a arrêté avec le Frexit. Le Frexit n'est pas dans l'imaginaire français, c'est une position nationaliste, c'est la Corrèze plutôt que le Zambèze. Or, ce n'est pas dans l'imaginaire hugolien, napoléonien de projection dans l'Europe. Donc elle est dorénavant pour une Europe des nations. Mais là où je rejoins notre ami Gilles, c'est qu'il y a des recompositions par le bas. Et c'est au fond, depuis une trentaine d'années,
au clivage gauche-droite sur la question sociale un autre clivage européiste ou souverainiste, que je préfère concernant le RN plutôt que nationaliste identitariste, qui à mon avis plus la position de Zemmour. Oui. Sur Gilles Richard, justement, sur ces surprises de recomposition qui ne sont pas terminées, parce qu'évidemment, les élections législatives qui viennent vont permettre ensuite d'autres recompositions. Lorsqu'on a à chaque fois des grands scrutins comme cela, eh bien, on voit bien combien cela évolue, mais la dimension, disons, groupusculaire, j'exagère un peu à propos de ce qui est de LR, mais en tout cas cette dimension en perte de vitesse, comme disait Émilien Warvial, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à son terme d'une certaine façon? J'ai cru comprendre que certains, et que même François-Xavier Bellamy avait parlé de faire part de décès possible si ces élections ne sont pas une réussite pour les élus locaux que sont les LR et qui ont une tradition d'ancrage local, en l'occurrence Gilles Richard. Alors je pense que c'est très important de se dire d'abord que les partis ne meurent jamais. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un parti radical. Ouais. Il y a toujours un parti communiste et il y a toujours un parti socialiste et il y aura encore un parti LR parce que ces partis ont eu à un moment, c'est ça qui a fait leur puissance, un ancrage territorial, local, dans les municipalités considérables. Oui, mais néanmoins, ils ne meurent jamais, mais ils sont quand même beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient à l'époque de la Troisième République pour les radicaux ou de la Quatrième et de la Cinquième pour les communistes. Naturellement, mais ça meurt lentement. Oui. Et donc LR, qui a une quantité d'élus locaux assez considérable, décline, mais va encore tenir. Mais cela dit, et on l'a vu déjà, et c'est le pari de Marine Le Pen, c'était déjà le pari de Bruno Maigret dans la fin des années 90, c'est de capter ces élus locaux pour donner au RN, au FN avant, un ancrage local. Ça a commencé, puisqu'on l'a vu, si le RN peut avoir des sénateurs aujourd'hui et avoir des scores en général au sénatorial qui sont très supérieurs avant, c'est parce que toute une partie des élus divers droite qui traditionnellement votaient UMP, LR, et avant RPR, UDF, et toute une partie des élus LR, des maires LR, sont passés déjà au Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'Éric Ciotti a tout à fait raison de dire qu'il y a une opposition entre la base et le sommet. Le bureau politique est unanime contre lui, mais il a des soutiens locaux nombreux parmi les maires, et alors notamment sur toute la région de la Côte d'Azur, et dans le Var, etc. Et pourtant, ils ne sont pas si nombreux à l'avoir suivi. Les 62 prétendants députés, ce n'est pas énorme, et puis ce ne sont pas tous des républicains pur sucre, d'une certaine manière, Émilien Warvial. Oui, il y a deux éléments. Il y a quel est le profil de ces 62 ou un peu plus ce qu'on peut appeler les ciotistes, ou les LRRN, qui, pour beaucoup, ne viennent pas des républicains, viennent parfois de Reconquête, viennent parfois, en fait, sont des personnalités locales, etc. La moitié, dites-vous, Stéphane Rosès, voire même parfois, en fait, sont plutôt des plus proches du RN que de LR. Et puis après, il y a la réception sur le terrain. En fait, ce qu'on voit, c'est que même ce qui est étonnant, et moi, ce que je pensais initialement, c'est que, par exemple, il y aurait au moins les députés des Alpes-Maritimes. Et en fait, on voit qu'il a réussi juste à avoir sa collègue Christelle Dintorni, qui apparemment était déjà en affaires, et Bernard Chey, qui était un conseiller municipal d'opposition à Nice et qui l'a rejoint. Et on voit que, en fait, partout où des LR ont été positionnés par Ciotti, il y a une sorte de bronca des élus LR locaux, et même dans les départements où l'extrême droite a une influence très très forte, il constitue une menace très très forte, il y a quand même une résistance de ça. Et finalement, depuis 2017, il n'y a pas forcément eu de grands ralliements à d'autres partis, mais il y a eu une forme de démission très silencieuse et progressive des maires, et plutôt par rejet de cette stratégie d'extrême droite qui faisait un petit peu peur. Gilles Richard, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, très rapidement. En fait, ce qui complique le jeu, c'est l'existence de Reconquête. Parce que, en fait, toute une partie des électeurs de LR ont déjà quitté LR pour Reconquête. Et c'est une espèce de sas. Et comme Éric Zemmour résiste... Je ne suis pas sûr que les deux personnes qui sont autour de cette table... Gilles Richard, je ne suis pas sûr que les deux personnes qui sont devant moi soient tout à fait d'accord avec vous sur cette migration vers Reconquête d'une partie des élus LR. Mais continuez, je vous laisse continuer, parce que je vois... Non, c'était juste, j'interrompais juste pour dire qu'il y
a cet aspect qui complique les choses. Parce que certes, Éric Ciotti n'a pas beaucoup de députés derrière lui, mais on est à un moment où on ne sait pas de quel côté ça va pencher. Et puis de toute façon, il ne reste pas beaucoup de députés LR globalement par rapport aux 360 qu'ils avaient en 2002 et les 320 qu'ils avaient en 2007. Bien sûr. Donc le parti est en régression. Il est depuis 2012, depuis l'échec de Nicolas Sarkozy, le parti est en crise. Une crise larvée avec des reprises. Mais il n'a gagné aucune élection depuis ce temps-là. Donc le déclin est entamé. Éric Ciotti ne fait qu'achever le processus. Est-ce qu'on peut dire par ailleurs qu'un des risques pour LR, puisque nous parlons d'LR pour l'instant, Stéphane Rosès, c'est une alliance à bas bruit de l'autre côté du spectre politique avec Renaissance, c'est-à-dire avec la possibilité que, sans le dire d'une certaine manière, on se fasse élire avec le soutien d'Emmanuel Macron et de ceux qui sont autour de lui, pour qu'au bout du compte, la sortie de cette situation soit la possibilité de négocier enfin ce qu'espère Emmanuel Macron depuis longtemps, avec peut-être une partie de la gauche non LFI, avec peut-être une partie de la droite LR, justement, la possibilité de construire quelque chose au centre tel qu'il l'espérait au départ. Oui, c'est la stratégie du président Macron. S'il n'y a pas une majorité absolue pour l'URN, ce qui est tout à fait possible, car il lui faudrait au moins une quarantaine de députés en plus pour être certain. Attendons les vraies intentions de vote sur candidature réelles qui vont arriver là, parce que ça a été dit par nos amis et vous, il y a la dimension locale. Qui peut jouer. Même pour une législative de dissolution qui nationalise terriblement les enjeux, contrairement à ce que dit le président Macron ou ses proches. Mais sa stratégie est évidemment de soutenir par retrait tous les LR qu'il pourrait absorber pour essayer éventuellement de diviser le nouveau front de gauche, plus LR pour lui, pour essayer d'avoir une majorité si le RN n'y allait pas. Tout ça est très à l'italienne et compliqué. Mais ce qui est frappant, ça a été dit, c'est qu'il n'y ait pas plus de députés aux côtés de Ciotti, alors que 44% des électeurs Bellamy sont favorables à une alliance avec le RN et que très certainement la majorité des militants, non pas des élus, sont plus du côté Ciotti. Vous écoutez Le Temps du débat sur France Culture. Nous parlons de la droite, de l'union possible de la droite ou des droites. Nous sommes en compagnie, donc, vous venez de l'entendre, de Stéphane Rosès, politologue, auteur du Chaos, essai sur les imaginaires des peuples au CERF, de Gilles Richard, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine et auteur d'une histoire des droites en France chez Perrin. Il est président également de la Société française d'histoire politique, et d'Emilien Warvial, qui est doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po. Il me paraît actuellement beaucoup plus dangereux de soutenir une coalition qui comporte des communistes que de soutenir une coalition qui comporte au niveau de conseils municipaux des membres du Front National. Tout le monde a toujours considéré dans le pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que ce n'était pas une formation politique de l'opposition comme les autres. Jamais on n'a considéré qu'on pouvait faire ce type d'alliance avec l'extrême droite sans que ça ait des conséquences. Je comprends très bien les réactions de Mme Veil qui a eu à connaître du nazisme. Je suis moi-même FFL. Je crois qu'il faut avant tout barrer la route à Dreux à cette majorité socialo-communiste qui emmène la France à la ruine. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Ces débats, nous en parlons aujourd'hui autour de l'union possible des droites, existent depuis longtemps, comme en témoignent les réactions à l'alliance entre le RPR et le Front National lors des municipales de Dreux en 1983. Vous avez reconnu Jacques Chirac, Simone Veil, Robert-André Vivien, député RPR à l'Assemblée, et le PS était arrivé en tête, mais a perdu la mairie à cause d'une alliance entre la liste RPR et la liste de frontistes de Jean-Pierre Stirbois. On voit bien que ces questions sont présentes dans le paysage politique depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Gilles Richard, en tant qu'historien ?
Elles sont présentes depuis très longtemps, elles sont présentes depuis 40 ans. Oui, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai qu'au regard de 1815 à aujourd'hui, c'est peu, mais enfin tout de même. Voilà, exactement. Elles se posaient déjà en 1936, au moment du Front populaire. Et face au Front populaire, se forme une union à laquelle Henri de Kérillis pousse et qui s'appelle Rassemblement national, à cette époque, les candidats d'un Rassemblement national. Bien. Donc, il y a union des droites possible quand il y a un ennemi bien identifié et qui paraît sur le point de pouvoir gagner. Voilà. Donc ça a été le cas, par exemple, dans les années 70, contre le programme commun. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, bien sûr, il y a le Front populaire qui vient de se former, mais il s'est formé au dernier moment, des unions jusqu'au dimanche, union soudaine à partir du lundi. On verra si cette alliance est solide, dure dans le temps. Et en plus, il n'y a plus de parti communiste. Je veux dire, quand on qualifie les filles d'extrême gauche, il faut quand même relativiser. Voilà, Jean-Luc Mélenchon est un ancien socialiste. C'est finalement, il tient des positions qu'on pourrait qualifier pour un certain nombre. Je parle sur le plan économique et social. Je ne parle pas d'autres prises de position, mais qui sont du même type que ce que le Parti socialiste défendait dans les années 70 au temps du programme commun. Voilà. Donc là, le danger n'est finalement pas aussi, peut-être aussi fort que ça. Voilà. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui a troublé le jeu parce que depuis 2017, il a fait éclater le système partisan. C'est de bonne guerre, si je peux dire, mais il s'est révélé incapable de construire un parti correspondant à son programme libéral européiste. Il s'est montré incapable de construire une structure qui aurait pu intégrer les gens du MoDem ou les gens d'Horizon, qui viennent de l'ancienne UMP, ou de ses satellites. Voilà. Les fameux 2 Français sur 3 de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a pas réussi à faire ce que voulait faire d'ailleurs, et qu'elle n'a pas tout à fait réussi à faire non plus, Valéry Giscard d'Estaing. Les 2 Français sur 3, c'est cela. Oui, exactement, parce que c'est compliqué, mais c'est surtout que il est comment dire, personnellement incapable de déléguer le pouvoir. Quand on veut créer un parti, on ne peut pas être président et diriger un parti qui n'existe pas. Il faut savoir déléguer. Or, il ne sait pas le faire, et à la fois, il est en position qui n'est pas complètement affaiblie, contrairement à ce qu'on entend parfois. Il peut très bien, comme le disait Stéphane Rosès tout à l'heure, il peut très bien gagner en s'alliant avec une partie des socialistes, une partie de LR, le MoDem, etc. Il peut l'emporter, mais ça sera toujours fragile parce que ça aurait été plus simple pour lui s'il avait eu une force politique construite, solide, structurée, qui aurait pu mener le combat. Voilà. Et là, il est obligé lui-même de faire la campagne, ce qui ne s'est jamais vu. Enfin, voilà. On est très surpris d'une chose, Émilien Warvial, c'est de voir effectivement que il y a eu l'imposition d'un vocabulaire par, en particulier le Rassemblement national, mais aussi en partie par Reconquête, remigration. Les questions de migration sont très centrales pour cette partie de la droite et de l'extrême droite, et que ces mots ont été repris par LR. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de lexique qui maintenant est partagé et qui pourrait laisser entendre qu'il pourrait y avoir une union, en tout cas autre qu'électorale, entre ces partis de la politique française? Je pense qu'au-delà d'un lexique en particulier, il y a des imaginaires et des façons de penser, des cadrages qui ont été très clairement diffusés, et diffusés pas sans le consentement des Républicains, qui ont été tout à fait partie prenante parce qu'ils pensaient que c'était de leur intérêt. Quand on pense par exemple au lien entre immigration et insécurité, bon, elle n'est pas... elle n'est pas inexistante à droite depuis longtemps, mais on va dire que c'est vraiment accepté que depuis Nicolas Sarkozy, c'est vraiment hégémonique au sein des Républicains que depuis 2022. Et j'ai envie de dire que ça ne s'étend pas que aux Républicains. On a vu hier Emmanuel Macron parler d'immigrationnisme à propos du programme du nouveau Front populaire. Bon, c'est des choses qui étaient plutôt dans la bouche des RN ou de Reconquête ou de certains médias de Bolloré. Donc il y a plein de zones d'influence. Est-ce qu'on peut parler d'un imaginaire vraiment commun entre
entre la droite et l'extrême droite. Je pense qu'il reste des résistances, notamment dues, on va dire, à l'histoire gaulliste du parti qui crée certaines réserves chez certains, mais c'est sûr que sur les sujets d'immigration et d'insécurité, il devient très très compliqué de faire la différence entre le discours de l'extrême droite et celle de la droite qu'on disait républicaine. Les imaginaires, c'est votre affaire d'une certaine manière, Stéphane Rosès. Oui, Emmanuel, mais dans ma grille d'analyse, les peuples, au travers de leur imaginaire, font la classe politique. C'est-à-dire que dans mon analyse, en un mot, si on prend le RN, puisque c'est l'objet de ce soir notamment, c'est parce que le RN a muté vers l'imaginaire français, il a rompu avec l'antirépublicanisme formellement, le racisme, l'antisémitisme, le renfermement que portait le Frexit, qu'il continue fortement sa progression. En un mot, le lexique dont vous parlez, Emmanuel, n'est pour moi qu'une illustration et non pas la cause de ce qui arrive. Tout à l'heure a été dit, avant, il y avait une droite qui arrivait à tenir ensemble des dirigeants technocrates, pro-européistes et des bases populaires. C'était le RPR ou l'UMP. Pourquoi c'est plus le cas ? Parce que les choses se sont tendues entre des européistes néolibéraux et une base du pays qui, depuis le référendum de 2005, ne voit plus momentanément l'Union européenne comme la France en grand. En un mot, ce qui recompose toute la classe politique, c'est une question latente qui travaille le pays, qui est est-ce que nos hommes politiques ont encore une prise sur le cours des choses? Est-ce que nous décidons encore de notre destin? Et l'immigration, ce n'est pas seulement, si c'est la première priorité des Français, avec le pouvoir d'achat à 43%, c'est parce que derrière l'immigration, c'est pas seulement la question sociale, la concurrence pour les ouvriers, c'est pas seulement l'insécurité, c'est est-ce que nous sommes, en France, toujours souverains dans nos grandes décisions. Et à mon avis, c'est ça qui explique fondamentalement la progression du RN. Gilles Richard, vous vouliez répliquer à Stéphane Rosès. Pas répliquer, mais au contraire approuver. Je pense que ce qui fait la force du Rassemblement national aujourd'hui, c'est que la société française vit depuis plusieurs décennies une crise d'identité nationale absolument colossale. La 4e République a connu une crise d'identité nationale forte après la débâcle Dien Bien Phu et la guerre d'Algérie. Et le général de Gaulle avait reconstruit une identité nationale capable de faire consensus autour de l'Europe, oui, mais avec droit de veto de la France, le Francfort, la France-Afrique et l'alliance à l'Ouest, mais pas dans l'OTAN. Et depuis, tout cela a petit à petit disparu. La question... Souvent d'ailleurs, ça a disparu souvent par le fait même des héritiers, de ceux qui se prétendaient les héritiers même du général de Gaulle. Absolument. C'est Jacques Chirac qui a terminé le gaullisme et comment dire, si je peux dire, Nicolas Sarkozy a planté le dernier clou en faisant rentrer la France dans le commandement suprême intégré de l'OTAN. Le traité de Lisbonne, après le nom au traité constitutionnel européen.
Exactement, le traité de Lisbonne aussi. Et donc cette crise d'identité nationale dans laquelle la France, un certain nombre de Français et de Françaises considèrent que la France disparaît, se dilue, se liquéfie. Oui, il faut dire un certain nombre, parce que tous les Français ne le pensent pas, ou les Françaises ne le pensent pas. Bien sûr, je dis un certain nombre, je n'ai pas dit tous les Français. Mais ceux qui votent Rassemblement national, c'est d'abord ça. Et l'immigration, la question de l'immigration n'est qu'un élément de cette question des frontières qui ont disparu et de la souveraineté nationale qui a disparu, avec l'impression que la politique se fait ailleurs. Voilà. Et le Rassemblement national, justement, d'ailleurs, fait toujours ses meilleurs scores dans les élections européennes. Il fait son premier décollage en 1984 dans les élections européennes, précisément au moment où le RPR de Jacques Chirac fait alliance avec l'UDF de Simone Veil, européiste. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette lecture, disons, de confrontation forte entre ces deux blocs tels qu'ils ont été décrits au début de cette émission, par Gilles Richard et Émilien Ouarvial? C'est sûr qu'il y a, on va dire, une lecture macro, sociologique et historique possible en termes d'identité, de nation, etc. Et qu'il est vraisemblable qu'il y a une très grande préoccupation, notamment chez les politiques, de ce que peut faire la politique aujourd'hui. Et c'est ce à quoi essaie de répondre les Républicains, mais très maladroitement. Après, c'est vrai que quand on regarde du côté des électeurs, je pense notamment à l'enquête qui a été faite par Félicien Faury pour sa thèse. Sur les électeurs du Rassemblement voilà, qui s'appelle des électeurs ordinaires. C'est vrai qu'il y a des incarnations beaucoup plus concrètes de ça, notamment dans les questions d'intrication, des questions d'immigration et des questions sociales. En fait, il semblerait, en tout cas, de ce qu'on lit, qu'il y ait moins une préoccupation d'ensemble pour est-ce que la France peut maîtriser son destin, etc., que simplement, moi, est-ce que je peux offrir à mes enfants une éducation qui va bien? Est-ce que je peux être dans un quartier tranquille? Comment est-ce que je peux me tenir un peu à distance de ces foyers d'immigration qui font peur, sachant que c'est des électeurs, et ça c'est quelque chose qui montre important, qui sont pas juste, on va dire, objets d'un destin ou de grands efflux, on va dire, politiques et sociaux. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont leurs idées très à eux, y compris en termes d'immigration, voire même d'islamophobie ou de racisme, et qui, voilà, ont des stratégies et veulent mettre en place une vraie reprise en main, mais sur leur quotidien. Et donc après, évidemment, on peut interpréter ça en termes plus macro, mais vous voulez le retour au terrain? Vous vous dites qu'il faut aller regarder sur le terrain. En tout cas, de ce qu'on a de retour au terrain, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue plus dans la vie quotidienne des gens que dans le dessin de la nation. Mais après, les deux ne sont pas incompatibles, sans doute. Merci en tous les cas à tous les trois. Merci à vous, Émilien Ouarvial. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po, enseignant en sciences politiques. Merci à vous, Stéphane Rosès. Vous êtes politologue, président de la société de conseil CAP, enseignant à l'Institut catholique de Paris et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples au CERF. Et puis Gilles Richard était avec nous à distance, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Rennes 2, spécialiste de l'histoire des droites et auteur d'une histoire des droites en France chez Perrin, et président de la Société française d'histoire politique qui tient ses rencontres demain à Dijon. Merci encore à tous les trois.